Mais je crois d'abord, moi je suivi un peu la sortie du Premier ministre. Vous l'avez tous peut-être suivi, ou bien bon, même si vous ne l'avez pas, mais vous avez appris quand même qu'il était sur les ondes de la RTG. Mais il y a au moins quelques passages qui m'ont retenu, qui ont retenu mon attention. Le Premier ministre, dans sa communication, et c'était une sorte de bilan qu'il était en train de dresser. Il disait qu'au moins depuis l'avènement du CNRD au pouvoir, il y a eu au moins, en matière d'infrastructure, qu'il y a eu au moins plus de 2000 kilomètres qui ont été réalisés en Guinée. Oui, est-ce que, à la lumière, je ne sais pas, on n'est pas en Guinée, nous. Ouais, bon, moi j'estime déjà, pour rebondir rapidement, 2000 mètres, 2000 kilomètres. 2000 kilomètres. En fait, je voulais savoir, c'est 2000 kilomètres, c'est 2000 mètres. Il a dit 2000 kilomètres. En fait, il a fallu que je réécoute encore hier, parce qu'il y a eu la rediffusion, pour comprendre. 2000 kilomètres. Oui, mais je pense que ça peut être vrai tout comme faux. Vrai comment? Quand vous prenez par exemple la distance Conakry-Guéké, ça vous fait à peu près 1000 kilomètres. Mais c'est pas... Au fait, non. Oui. Ça peut être des tronçons qui sont coupés voilà, par région, par préfecture. C'est la somme de toutes ces distances-là qui peut peut-être faire des 2000 km. Donc, il faut prendre la chose avec beaucoup de pincettes. Moi, je voudrais bien qu'on ait le temps de vérifier cette information au niveau du ministère des Infrastructures. Mais en le disant, je pense que c'est vérifié, c'est pas du n'importe quoi qu'il est en train de nous raconter quand même. Ce n'est pas pour autant dire que ces 2000 km ont été réalisés sur un seul tronçon. C'est pas cela, mais les travaux par exemple qui sont en train d'être faits sur Conakry, ça peut faire 1 kilomètre par exemple, et en Basse-Guinée par exemple, quelques travaux sont en train d'être faits là-bas. Donc c'est la somme de tous ces travaux-là, de tous ces tronçons-là, de toutes ces distances-là, qui peut peut-être nous faire les 2000 km. Tu sais pourquoi je te regarde? Non. Tu connais la distance Conakry-36 au moins, et Conakry-Koya? Oui, mais Conakry-Koya, non, écoutez. Ça fait 50 km, laisse-moi finir. Oui. Laisse-moi te donner quelques détails. Conakry-Koya, certainement, ça fait 50 km. Ça, c'est le tronçon. Quand nous prenons à partir du kilomètre 0, c'est-à-dire au port autonome, jusqu'à Koya, ça te fait 50 km. Dites-moi, quelle a été la réalisation à partir du kilomètre 0 jusqu'à Koya? Et ça, c'est un. Et deuxièmement, ces voiries intermédiaires qui sont en République, à Conakry, dites-moi quelle est au moins cette distance qui fait au moins 3 km. Je vais juste, je ne dirais pas que le PM, je ne dirais pas que le PM a dit des contre-vérités, et je n'affirme pas autant ce qu'il a dit. Ce que je veux, c'est de vérifier cette information-là. Oui. Voilà, parce que après tout, je ne peux pas penser que une autorité comme à la trempe du PM puisse nous vendre n'importe quoi. Le a dit dans son discours qu'on allait faire ça, on allait faire ça. Mais je ne peux pas. Non, une autorité, ça c'est pas on en a fait ça, mais ça c'est on a fait. Justement, il dit qu'on a fait. Donc nous allons prendre le temps de vérifier cela au niveau du département des infrastructures. Je te dis, une première autorité, lors de son discours, qui est le président de la transition, il n'y aura pas de chasse aux sorcières. Aujourd'hui, je rebondis rapidement là-dessus. Moi, je dis, c'est bien beau d'accorder le bénéfice du doute au PM, mais à un moment donné, les informations qu'on nous donne, mais permets que je termine. On donne des informations, on donne des statistiques, mais généralement, nous aussi, on n'est pas aveugles. Ça se passe en Guinée. Qui va montrer son village avec sa main gauche, comme on le dit? Généralement, on sait que lorsque ce sont des rapports, c'est gonflé. Moi, je le dis, c'est gonflé pour la plupart du temps. Non, parce que le dire... Non, permet. Parce que le dire, plus de 2000 km, moi, en tout cas... Je ne crois pas, et on est en Guinée, on prend le taxi, moi j'ai des parents qui se déplacent, Odilon permet. Il est informé. Voilà, je suis informé. Chaque jour nous parlons d'infrastructures. Je suis informé. La route Conakry-Kindias, ça fait pas 100 km, mon ami. Tu prends aussi. Tu n'es pas en Russie, mais tu sais aujourd'hui que voilà, tu vas Conakry-Mamou, Conakry-Dabola, tu prenez toutes ces routes-là, toutes ces routes-là, ça ne vous fait pas 200 000 km. Donc moi, aujourd'hui, je veux bien dire au PM, généralement, on donne des informations, on donne des statistiques pour se blanchir, pour vendre une belle image, mais il faut aussi
qu'au-delà, lui, parce que lui, il n'est pas sur le terrain, on lui rapporte ces informations-là. Il faudrait que lui aussi qu'il parte vérifier, se renseigner auprès de ces populations. Parce que généralement, vous savez comment ça se passe, il reçoit un rapport, il lit le rapport, il dit, ah, c'est bien, c'est une avancée. Il tient son discours, il le dit. Mais généralement, s'il le dit, nous, c'est lui, on regarde, parce que c'est lui qui l'a dit. Et s'il le dit... Vous avez dit ce matin que le Premier ministre est obligé d'être sur tous les fronts. J'ai pas dit d'être sur tous les fronts, il doit vérifier. Il doit vérifier. Parce qu'il doit vérifier. Quand c'est son ministre qui lui dépose un rapport, qu'est-ce que vous voulez au-delà de cela? Qu'il vérifie. Parce que c'est lui qui tient ce propos. Moi, quand même, depuis que le CNRD est au pouvoir en Guinée, je n'ai quand même pas pris mon temps de faire le tour de la Guinée pour savoir, en termes de réalisation des infrastructures, qu'est-ce qui a été fait. Non, mais tu te renseignes, tu es journaliste, tu passes des coups de fil. On se contente des éléments de... Moi, je ne peux pas me contenter de ce qu'on me vend. On se contente des éléments d'information que nous avons. Encore une fois, je ne dis pas, les 2000 km, les 2000 km dont, s'il te plaît, les 2000 km dont parle le Premier ministre, je ne dirais pas que c'est faux. Ou vrai, ce qui est important pour nous aujourd'hui en tant que journaliste, c'est d'aller vérifier cette information. Et l'infirmer ce matin-là, vraiment, c'est hâtif. Tu es une déception. C'est un point de vue. Moi déjà, c'est pas hâtif de le dire. Laisse-moi lui dire ça. En tant que journaliste, tu es une déception en me disant ce matin que tu n'as pas l'occasion de vérifier tout ça. Je suis désolé. Je dis encore une fois, encore une fois, la sortie s'est faite quand? Je crois que c'était hier, avant-hier, mercredi, voilà. Parce que moi j'avais vu le truc. C'est que je veux te faire savoir. Non, écoute, encore une fois. On a vu la route de Kissidou. On a vu la route de Kissidou récemment. Vous avez quel élément de preuve ce matin pour dire que ce qu'a dit le PM est faux ou vrai? Je te donne les éléments. La bonne question, l'élément de preuve, c'est exactement ce que nous suivons. L'actualité que nous suivons. Pour moi, c'est léger. Justement. Produis-moi un document. Mais c'est qu'il dit. Non, produis-moi un document. Si on dit par exemple. Si on dit par exemple. Non, écoutez, si on dit. Bonjour, je viens pour t'appuyer. Je viens pour t'appuyer. Laisse-moi finir. Je viens pour t'appuyer. Si on vous dit par exemple qu'à Kindia qu'on a réalisé 500 km de route. Ça, c'est un exemple que je dis. Si on vous dit qu'à Kindia, dans la région administrative de Kindia, on a réalisé 500 km de route. Je ne crois pas, parce que j'ai des appels là-bas. Les gens, ça ne suffit pas. C'est pas goudronné. C'est pas goudronné. La meilleure des choses, c'est de dire. Ces infrastructures ont été réalisées où? J'ai une documentation, je vais vérifier. D'accord. C'est comme ça, il n'y a pas meilleure vérification que la population qui vit les réalités. Exactement, merci beaucoup. C'est un document qu'on peut gonfler. C'est un document qu'on peut gonfler. On va te vendre. À l'illusion, on fait des rapports. Pourquoi on fait des rapports? Parfois, on n'est pas d'accord avec ce rapport. Parce qu'il a été mal fait. Les résultats ont été gonflés. Ce n'est pas le document qui est la preuve. Si le document est truffé, si le document est composé d'irrégularités, si le document est truffé, si le document a des fausses informations, celui qui tiendra le discours, il va tenir ses discours. Et nous, la population qui est près de ces réalités, près de ces infrastructures, proche de ces réalisations, est mieux placée pour dire on a réalisé tel kilomètre, tel kilomètre. Et nous, d'après les informations qu'on a, on n'a pas de route et la population s'en plaint tous les jours. Vous êtes en train d'infirmer une information sans aucun élément de preuve. Malheureusement, je l'ai dit. Vous êtes en train d'infirmer une information sans aucun... Il ne suffit pas des éléments. Moi, je t'ai dit que j'ai des éléments. Brandis-nous les éléments. Je t'ai dit que j'ai des témoignages. Il n'y a pas d'éléments. Attendez. Attendez. Bon vendredi à tout le monde. Voilà, surtout aux fidèles musulmans. 2000 km réalisés selon quand même le rapport et les propos du PM lors de sa sortie sur les médias d'État. Oui, vous, observateurs, parce que vous êtes secrétaire général, j'apprends aussi, je vous apprends, c'est-à-dire aux auditeurs, que vous êtes secrétaire général des rédactions, vous êtes imprégné des deux éditions, de toutes les éditions, vous êtes imprégné de l'information, vous avez l'édition nationale et le régional, que moi-même je présente. Bien sûr. D'accord. Est-ce que en tant qu'observateur... 22h. Oui, 22h, à 22h30. Merci. Est-ce que vous, ce que nous voyons avec nos reporters... Tu le fais bien. D'accord, merci. Et ce que nous voyons avec nos reporters, est-ce que nous pouvons aujourd'hui, comme il le dit, affirmer avec le Premier ministre que nous avons au moins 2000 km réalisés par rapport
aux réalisations faites, surtout en matière d'infrastructure. Merci. Et vous allez comprendre, Odilon, ce qu'il est en train de dire. Oui. Il est difficile de croire que le CNRD a réalisé 2000 km de route. Oui. Mais en tant que journaliste, ce que Odilon dit, tant que chroniqueur, on doit fournir le contraire. Aller faire des infos, comment je vais appeler ça, des enquêtes. Rechercher, par exemple, dans la région administrative de l'Abbé, il y a eu combien de kilomètres de route bitumée? Dans la région administrative de Kindia, région par région, pour démontrer que c'est faux ou c'est vrai. Mais on ne peut pas s'asseoir dans ce studio et dire que c'est faux, rejeter tout, ou bien dire que oui, tout est vrai. C'est à nous, citoyens, c'est à nous, journalistes, c'est à nous, éclaireurs, de prouver ce que le Premier ministre a dit, oui c'est vrai ou bien c'est faux. Maintenant, le défi est lancé. Chacun de nous n'a qu'à rechercher d'ici lundi, on a eu combien de kilomètres de routes bitumées ou bien répistolées depuis l'avènement du CNRD au pouvoir. En tout cas, je ferai mon maximum. Et en tant que secrétaire général, tu as des reporters à l'intérieur. Effectivement. Lundi, on revient sur le sujet pour ne pas polémiquer. D'accord, mais pour l'instant, je vais juste clôturer par ce mot. Merci. Et vous avez dit, tout à l'heure, tu disais qu'il faut chercher. Mais par exemple, à Conakry, puisque nous sommes à Conakry, nous sommes tous imprégnés de la réalité, des réalités. On voit la réalité. On voit la réalité à Conakry. Et surtout en matière de route à Conakry. Il y a eu au moins, on peut dire, il y a eu au moins combien de kilomètres, au moins? Vous pouvez estimer au moins combien de routes réalisées à Conakry, au moins? Bon, difficile d'estimer, mais je pense quand même qu'il y a eu des tronçons qui ont été répistolés, colmatés, mais ainsi de suite. Est-ce que tu sais que les tronçons, les voiries intermédiaires, ces voiries intermédiaires, il n'y a pas de voirie qui dépasse 3 km et même 2 km. C'est difficile, c'est difficile quand même. Parce que tu as dit de faire... Heureusement, on va revenir sur ce point. Voilà, je suis entièrement d'accord. C'est encore plus responsable de notre part d'aller vérifier ces informations-là. 2000 km, c'est trop quand même. C'est trop quand même. Pour la Guinée, 2000 km. Encore une fois, 2000 km. Non, moi je peux me dire, vous savez, le Premier ministre... Je suis désolé. C'est parce que nous sommes dans un pays sous-développé, avec un esprit sous-développé, qu'on pense que 2000 km c'est trop. En temps normal, en ce 21e siècle, c'est pas trop. D'accord. Mais vous savez, ce qui est important pour nous, la superficie de la Guinée, c'est combien? 245, 855 km. Mais alors, il faut soutirer 2000 km dedans. Le problème... Mais non, essayons de... Non, mais attention, nous avons réalisé 2000 km en République de Guinée depuis l'avènement du CNRD. C'est pas comme ça calcul. Moi, j'ai pris l'exemple. La distance. Extrait, la route. Ça peut être une bourde. Mais ça peut être une bourde. Peut-être il voulait dire 200. Pourquoi ce matin, on le dit, Kourouma, on aurait bien aimé que dans la communication du PM, qu'il nous fasse ce qu'on appelle un rapport détaillé. Pour dire, par exemple, à Conakry, tel kilomètre, à Mamou, tel kilomètre. Mais lorsqu'il dit tel kilomètre, nous, en tout cas, on s'est renseigné. C'est un défi qui nous est lancé. On s'est renseigné. Moi, j'ai des amis à l'intérieur du pays. Il n'a pas les informations suffisantes. Pour toi, une information, c'est un document. Non, pas du tout. Aucun élément de preuve. Aucun élément de preuve. Non, la question est simple. Témoignage à moi de affirmer ce que tu es bien imprégné que moi. En droit, le témoignage constitue un moyen de preuve. Le deuxième, le PM, dans sa communication. Non, d'accord. Il y a eu combien de kilomètres donc pour Conakry seulement? On n'est pas devant une juridiction. Non, mais attention. Non, mais c'est... on va revenir. Non, il est devant le procureur. Justement, on va revenir avec... Également, le Premier ministre, dans sa communication, il dit qu'il y a eu au moins l'amélioration de la production de l'igname à Guinée. Malheureusement. Le combat. Pourquoi vous riez? Non. On parle de route, vous dites qu'on n'est pas... Le combat pour l'autosuffisance alimentaire en vaut la peine quand même. Mais sauf que l'igname n'est pas une base nourricière de notre pays. J'aurais bien voulu qu'on nous dise qu'à partir d'aujourd'hui, le Guinéen ne peut plus acheter du riz importé. Voilà, et on se fie maintenant. On peut maintenant consommer en abondance la production en riz dans notre pays, d'autant plus que il avait été demandé aux membres du gouvernement de cultiver au moins 50 hectares. Voilà. Il y a tout mais ça continue.
Tu n'as pas vu... Oui, mais quel est l'effet? Mais la récolte, il y a la récolte. Mais attendez, quand ils font ça, les envoient où? Vous n'avez pas vu le prix Nelson Mandela du côté de Kouroussa dans son champ? Oui. Voilà, comme je ne sais pas comment on appelle... Le champ du président quand même avait... On avait dit qu'on allait donner ça aux cantines scolaires. Oui, son champ était en avance. Nous étions presque, il y a au moins 8 mois, nous étions presque à la récolte. Oui. Mais où sont parties ces récoltes? Oui, aux cantines scolaires, mais on sait faire quand même la communication. Voilà. Oui, on sait faire la communication quand il s'agit de faire l'apologie. Mais pourquoi pas la communication quand on remettait aux cantines scolaires? On essaie juste de limiter aux cantines scolaires. Bon, mais après, la population quand même ne se limite pas. Le syndicat du bas peuple. Non, ça, on va fouiller. Après, la population quand même ne se limite pas à ces cantines scolaires. On veut bien avoir une production. Parce que le président a lu sur la production rizicole guinéenne qui puisse prendre en compte toute la population de la Guinée. On nous a même vendu cet espoir de voir un jour du riz produit en Guinée exporté. Mais où nous en sommes? Donc, monsieur le PM Bernard Goumou, on a beaucoup de considérations pour vous, vous technocrates, mais sauf que la base nourricière de la Guinée n'est pas c'est pas le ragoût. Nous, c'est le riz. On se lève le matin avec le riz. C'est les informations qu'ils donnent là. La nuit, c'est le riz. Vous serez choqué tout à l'heure lorsque je vais vous dire la hausse qu'on a observée au niveau du budget du ministère de l'Agriculture et de l'Élevage. Je reviendrai dans ma loupe tout à l'heure. Un ministère de l'Agriculture qui fait une promotion de l'agriculture, mais pas bio, malheureusement. Et nos terres qui sont en train d'être polluées, parce que chaque année, ce sont des engrais qu'on nous envoie. Même récemment, des engrais chimiques dont l'utilisation ne peut que polluer davantage le sol guinéen, notre environnement. Nous voudrons, quand on parle de refondation verte aujourd'hui, nous voudrons vraiment une agriculture, mais bio. Oui, la refondation verte, c'est quoi exactement? Demandons à Nayali. C'est quoi la refondation verte? Parce qu'on a vu des véhicules, on a vu des brandings sur des véhicules, et refondation verte. Chaque jour, je rencontre ces véhicules. Je veux bien qu'on me dise refondation chimique. Accroître la production de l'agriculture, planter les arbres, que ça soit l'agriculture soit un peu partout. C'est ça la refondation verte. Pour améliorer la Guinée deviendra verte. La productivité, voilà, c'est ça. C'est des slogans. Les pommes de terre de Mali. Justement. Oui. Maintenant, rapidement, je reviens avec mes loupes. Là, tu reviens trop sur ces chiffres. J'ai du mal à accepter d'abord. Maintenant, il faut aller vérifier. Vu les réalités, vu les faux rapports, parce que je me souviens quand Odilon disait tout à l'heure qu'il y a des rapports, que ce sont des rapports qu'on a remontés. Oui, il y a eu des faux rapports. Je me souviens, quand le procès Alpha Condé était au pouvoir, on a envoyé des faux rapports par rapport à la route de Conakry, la nationale Conakry-Kindia. Mais après, quand on a vu les réalités exactement, on l'a limogé, le ministre qui était là. Et c'est ainsi qu'Ediatou Émilie est venu. C'était qui? Oui, c'était Daïté. C'était dans la mission de contrôle. Il ne faut pas Moustapha Naïté quand même. Voilà. Il a été limogé par ces faux rapports, par peut-être manquement dans ses Donc là aussi, attendons peut-être... Ediatou Émilie est venu et je me souviens que nous étions sur le terrain. Et quand nous sommes allés, oui, exactement, nous on a vu les réalités par rapport au rapport qui a été déposé et les réalités de terrain. Mais c'est un fiasco. Nous sommes allés jusqu'à Mali et Mbérin, mais la dame s'est retournée, elle était déçue. Nous, on n'a même pas de route. On nous a dit que oui, on est en train de faire la route entre la préfecture, l'abbé et Mali et Mbérin. Mais nous sommes allés avec la dame, avec un faux rapport. Mais il n'y avait rien. On n'a même pas de route jusqu'à présent. C'est quand on a appris que la ministre devait s'y rendre. On a commencé à réveiller les machines et puis à commencer à répistoler un peu les routes. Mais la dame était déçue, elle a failli pleurer. Et on est rentré à Conakry. Et ce sont ces gens comme Moustapha Naïté qui circulent librement? Non, justement, c'est pour te dire que quand tu me parles de rapport, aujourd'hui remonté, eh bien, Simon Pierre le disait, je le dis et j'insiste là-dessus. Cette information du PM, moi, Odilon, je ne peux ni l'affirmer ni l'infirmer, d'autant plus que je n'ai pas les éléments aujourd'hui sur ma tête. Excuse-moi, en moins de 2 ans, et à ceux qui connaissent les infrastructures, en moins de 2 ans, peut-on réaliser 2000 km en moins de 2 ans, en une année? Si on a les moyens et la volonté. Oui, mais quelle qualité nous allons mettre? Justement. Quelle qualité? Et moi pour terminer rapidement, je dis que le PM, il est aujourd'hui l'incarnation du gouvernement. Oui. Lorsqu'il doit parler, il doit quand même s'assurer d'avoir tous les éléments. J'ose croire qu'on lui remonte des rapports, qu'on lui remonte des informations, mais au-delà de ça,
il doit quand même faire parfois des contrôles, des contre-expertises, pour se rassurer. Il y a des missions de contrôle quand même. Parce que s'il l'affirme et que c'est infirmé, c'est quand même décevant. C'est un fiasco. Voilà, c'est un fiasco parce que c'est tout le gouvernement qui parle lorsqu'il parle. Est-ce que, l'autre question que je m'en vais vous poser, madame, certainement, je vais venir avec vous tout à l'heure pour vous dire bonjour, finissez d'abord. Et est-ce que réellement, ceux qui sont en Haute-Guinée, j'ai envie d'appeler un peu Zidane de l'autre côté, parce que la production de l'igname quand même en Guinée, j'ai envie de comprendre. Et on a envie d'appeler Zidane pour comprendre. Oui, toi qui es en contact chaque jour avec tes reporters de l'Intérieur. Zidane va faire lui aussi un reportage sur ça. Voilà, pour savoir que la Guinée a produit combien de tonnes. Oui, il faut depuis en tant qu'observateur, on parle en tant qu'observateur. Est-ce que nous pouvons aussi s'appuyer sur les propos? Difficile de comprendre quand même. Mais je crois qu'il faut aller sur le terrain. Il faut quand même interroger les concernés, surtout le département de l'agriculture, du commerce, ainsi de suite, et surtout aller à la base. Certainement, ils se sont regroupés au sein d'une association de producteurs d'igname, ainsi de suite. Je crois, mais vous savez, nous, on doit avoir quand même la pertinence là. Il faut avoir l'information claire. Nous, on n'a pas de rapport à présenter. Ça, par exemple, ça peut se vérifier facilement au niveau de la population en raison du prix sur le marché. Mais aujourd'hui, on ne peut pas me dire aujourd'hui que la Guinée est en train d'évoluer. Surtout le prix en termes de production. Excessif, et c'est excessivement cher en Haute-Guinée. 5 morceaux de d'igname peut te coûter au moins 80 000. Alors, 5 morceaux. Si c'est comme ça, sauf que on ne comprend rien, c'est que cette information-là, elle est encore à vérifier. Le nombre de consommateurs qui a augmenté. Ça ne sert à rien de nous dire aujourd'hui qu'on a augmenté la production de l'igname si cela n'a pas d'incidence positive sur le prix, sur le marché. Donc on ne comprend que cette production c'est pour le gouvernement. Et puis voilà, c'est pour faire le petit plan. Non, c'est le nombre de consommateurs vraiment qui a augmenté. C'est pour le gouvernement. Ça peut s'expliquer. Dans l'année, tu consommes l'igname combien de fois? Toi, dans l'année, tu consommes combien de fois l'igname? Ne m'amène pas à couper le cordon ombilical avec toi ce matin. Ne m'amène pas à couper le cordon ombilical avec toi ce matin. De toutes les façons, si le PM nous dit que... J'assume. Oui, il y a quelqu'un qui l'a dit, il faut couper le cordon ombilical. Vous avez oublié qu'on était en direct. Comme ici, nous sommes en direct. Tu es en train de couper le cordon. On était d'accord jusqu'à maintenant. Là. Bonjour, la seule dame sur le plateau. L'igname, la production. Oui, la seule dame, je te pose. Est-ce qu'on sent aujourd'hui cette production de l'igname sur le marché? Moi, j'aurais bien voulu qu'on demande à... Absolument pas, je le disais, c'est tout de même étonnant qu'on nous dise que la production de l'igname a augmenté, or que les prix dans les marchés sont vraiment catastrophiques. On se demande, Ba dit que les consommateurs ont augmenté. Il pourrait. Et il dit qu'il je lui ai posé la question, lui, il a consommé au moins combien de fois dans l'année? Plusieurs fois, ça, je ne peux même pas comprendre. Adama, tu fais la cuisine dans la maison quand même? Oui, bien sûr. Ah, s'il te plaît. Arrête de me provoquer. Tu peux continuer. Vas-y. Est-ce que vous aussi, vous êtes en Guinée? Mais Adama, ne va même pas au marché. Je pose la question que vous êtes en Guinée. Mais pourquoi vous vous acharnez sur moi? Un kilo, c'est combien? En dehors du studio, est-ce qu'on se voit? 1 kilo d'igname. Mais pourquoi? Odilon, comme vous êtes proche là-bas, il faut la demander. Il est où le rapport? Exactement. Effectivement, il est où le rapport? 1 kilo d'igname coûte combien, Adama? C'est les femmes qui vont manger la cuisine. On a quand même vu la vidéo de Madame la ministre lors du mois de Ramadan qui était là, super bien habillée, en train de faire la cuisine. Je liais tout à l'heure, il disait tout à l'heure que nous avons quelle preuve pour contester les 2000 km réalisés par le gouvernement. Il a quelle preuve pour dire que parce que ton corps, tu ne pars pas au marché? Non, elle ne va pas. Elle n'a qu'à nous dire 1 kilo d'oignons, c'est combien? 1 kilo de... Comment je vais dire? Ce que tu as dit, la l'igname, c'est combien? Mais non. Tu peux demander ta femme à la maison. Je vais lui répondre sans vouloir... Bon, tu as posé la question, je vais te répondre. Je n'achète pas de kilos. Très bien. Je n'achète pas de kilos. Il se trouve, à la maison, j'ai pas besoin
d'acheter, d'aller tous les jours au marché. Nous ne sommes pas dans la cuisine. Je ne sais pas, je n'achète pas, je n'achète pas les sacs, donc les sacs viennent me trouver, je prends et ce dont j'ai besoin, je vais au marché pour acheter ça. Tu n'as jamais demandé. Je voulais poser la question à Adama, c'est bien quand même, oui, c'est comme ça aussi, on essaie de taquiner. Il ne faut pas les écouter, c'est des taquins, ils sont jaloux, ils n'ont pas une belle femme comme toi. Exceptez-moi. Non, je dis ceux qui sont en train de l'attaquer ce matin. Ma future épouse est grande de taille quand même. D'accord. On s'en fout de vous. Alors, 2000 km réalisés en Guinée. Est-ce que vous pouvez quand même confirmer ou bien affirmer ce propos du Premier ministre en tant qu'observatrice? En tant qu'observatrice, oui. Je me dis que pour le peu de temps qu'ils ont eu à faire depuis leur arrivée, la question se pose lourdement. On se demande est-ce vrai ou est-ce faux. D'un côté, on aimerait que, vu que ça vient du Premier ministre de notre Guinée quand même, on peut peut-être laisser le bénéfice du doute, mais reste à savoir si c'est vraiment le cas ou pas, parce que c'est quand même beaucoup trop, on va dire, pour le peu de temps qu'ils ont eu à faire. Donc, c'est pourquoi beaucoup la question se pose chez plusieurs personnes. Donc, ils essayent d'éclaircir cela avec des preuves à l'appui pour que nous puissions savoir si nous pouvons prendre en compte la parole du Premier ministre. Pour l'instant, on lui laisse vraiment le bénéfice du doute parce que c'est notre Premier ministre. On se dit qu'il ne peut pas sortir comme ça, dire ceci devant tout le monde alors que derrière, tel n'est pas le cas. D'accord. C'est comme ça, j'adore cette fille. D'accord. Non, mais attention, c'est qu'elle dit, c'est qu'elle est en train de dire. C'est pas une parole d'évangile. C'est vrai, c'est pas une parole. Les vôtres également ne sont pas des paroles d'évangile. Justement, elle a dit et elle pense bien. C'est des bonnes guerres sur ce plateau. Là, on serait d'accord, il fallait envoyer avec des données quand même par région. Peut-être qu'on pouvait dire Conakry, on a fait au moins 50 km de voirie. De là à là. Ça fait mal à courir. Avec des images, avec des images à l'appui pour dire de là à là, on a fait ci. Après, mais sur les images, ils ont l'habitude de faire des drones qui filment des infrastructures. Effectivement. J'aurais bien aimé avoir une vidéo là-dessus. C'est pourquoi je dis, ça fait très mal, je ne peux pas troquer cela. Alors, on va aller avec ta loupe. Alors, j'ai 3 loupes ce matin. Oui, vas-y. Rapidement, ma première loupe, c'était hier. Le ministère de l'Agriculture et de l'Élevage a quand même affirmé avoir reçu une livraison de 28 000 tonnes de fertilisants, c'est-à-dire des engrais. Et il faut rappeler que depuis pas mal de temps, on a ce ministère-là qui, en tout cas dans son discours, dans certains aspects, qui est en train quand même de promouvoir le désenclavement de ce secteur-là, l'agriculture et l'élevage. Mais j'aimerais quand même apporter quelques précisions. Même dans le discours du ministre Nanyale, généralement, il nous dit que le budget de son ministère était de 300 milliards en 2021. On a quitté de ce montant-là pour 1900 milliards en 2022. 1900 milliards. Donc de 300 milliards, on se retrouve à 1900 milliards. 300 milliards, ça te fait combien? 300 milliards pour un département de l'agriculture. On voulait atteindre l'autosuffisance alimentaire. Et l'élevage. Oui, non, mais c'est impossible. On quitte là-bas de 300 milliards, on gonfle le budget à 1900 milliards. 1900 milliards. Oui, il y a de quoi, 1900 milliards, oui, on peut comprendre. Surtout, on s'assigne. C'est la vision du président. Généralement, pour atteindre l'autosuffisance alimentaire, quand même, oui. Présidentielle. Justement. Mais moi, je m'interroge quand même sur certains éléments. Aujourd'hui, il est bien beau de rappeler qu'on a eu ces livraisons-là. Et tout, mais est-ce que dans la vie, c'est-à-dire dans la vie des agriculteurs, dans la réalité, est-ce que vraiment il y a issue, est-ce qu'il y a fruit? Moi, je me rappelle récemment avec les éleveurs, vous savez, il y avait la maladie grippe aviaire qui avait attrapé les poulets et tout. Donc, ils s'étaient constitués pour aller voir le ministre, pour avoir une assistance, parce que pour encourager l'entrepreneuriat, eux également, c'était une épidémie et une maladie qui, en ce moment, avait ravagé les poulets et tout. Ils avaient perdu. Donc, je me rappelle d'un témoignage d'un jeune qui s'appelle Magasuba, qui était aussi dans cela, qui se lamentait sur les réseaux sociaux à un moment donné parce qu'il n'avait pas gain de cause. Oui, parce que après ces volailles, il a perdu des volailles, il n'y a pas eu d'accompagnement. Et il n'était pas le seul, il y avait beaucoup. Donc aujourd'hui, j'ai bien envie de dire que ce ministère-là a reçu un gros budget.
Parce que quitter de 300 milliards à 1900 milliards, c'est quand même beaucoup. C'est multiplié par 3. Hein? C'est par 4, disons. Ouais, non, c'est plus que ça. Ouais. C'est multiplié par 6. Par 6. Ben, wow. Donc, je me dis, il fallait quand même que nous, la population, qu'on le ressente sur le marché. On a vu la politique où il a dit que les agriculteurs pouvaient venir prendre des prêts qui pourraient amortir par après pour investir dans l'agriculture et que sur le marché, ils allaient quand même s'arranger avec le ministère du Commerce des petites et moyennes entreprises pour diminuer les prix sur le marché. Mais depuis là, les prix ne font que monter. Voilà, les prix ne baissent pas. Donc, c'est l'observation qu'on relève également. Oui. Et c'est décevant parce que on se demande si on a quand même une volonté politique, on a les moyens, où le bas blesse, pourquoi on n'a pas de résultats probants? Parce que au-delà de la volonté, il faut des moyens. Et aujourd'hui, on a les moyens. Oui. Mais sur le marché, les ménagères, le panier de la ménagère est étouffé. Oui. Les dames souffrent. Oui. Et même, vous avez parfois des foyers, des gens qui vont sur le marché, on te dit... La pomme de terre, finalement, on ne peut pas acheter. Le kilo est excessivement cher. Vous allez... Il y a ces aliments aujourd'hui sur le marché, on pense que c'est pour les riches. Voilà, c'est pour les riches. Les généralement, pommes de terre, même l'igname qu'on dit que la production a augmenté, c'est pour les riches. Mais quand même, ce n'est pas fait pour le bas. Voilà. Et l'autre inconvénient, Odilon l'avait effleuré par rapport à ces engrais-là. Il faut tenir en compte qu'on est quand même dans un environnement. Est-ce que ces engrais-là, généralement, on aime manger du bio quand c'est naturel. En tout cas, il y a peu d'inconvénients côté santé et côté impact sur l'environnement. Mais quand ce sont des engrais, ça dégrade l'environnement. Parfois, il y a aussi d'autres aspects qui rentrent en jeu. Vous avez des sols qui ne sont pas aménagés pour ces effets. On utilise juste l'engrais parce qu'on veut le faire. Généralement, ça dégrade le sol. Et après des années, pour produire sur le même sol, il y a des problèmes. Il y a des spécialistes qui pourront vous apporter plus d'éclaircissement là-dessus. Mais ils te diront qu'ils ont étudié tous ces volets. Voilà, ces aspects ont été étudiés. C'est pourquoi on va envoyer des engrais quand même pour permettre la fertilisation, d'accroître la production et tout. Voilà. Et ce que j'ai dit également, il faut rappeler que ces engrais-là, il y a le prix de 50 kilos qui a été fixé à 300 000 par le ministère pour permettre aux zones reculées, aux agriculteurs de pouvoir être en possession de ces engrais-là pour accroître le coût de leur production. Mais au-delà de ça, généralement dans la pratique, le ministère va fixer un prix. Après, vous allez voir un autre prix. Donc Simon, laisse-moi réouvrir encore cette parenthèse. Par rapport à ces engrais-là, quand même, je crois que nous l'avons dit une fois ici, en principe, ces engrais étaient offerts gratuitement par le royaume chérifien à la Guinée. Gratuitement, même sur le sac, il est écrit gratuit. Mais on les vend à la population. On veut des explications quand même. Mais attends, ça s'est passé en quel moment? Sur le CNRS, je te parle des vacances récemment, l'année 2023. Là. Oui, ça se passait. Et je le dis parce que... Si le ministère en fait une affaire personnelle, son gombo... Qu'est-ce qu'il peut dire Le ministère a quand même dit que le prix c'est à 300 000 francs pour un sac de 50 kilos. C'est purement théorique. Donc 50 kilos, c'est 300 000 francs. Donc on espère que ce prix-là sera observé sur le marché parce qu'on est quand même en train de lancer l'alerte dans les oreilles des agriculteurs. Sûrement eux, ils vont acheter ces sacs-là pour ne pas qu'ils soient dupés, pour ne pas qu'on les vende ces sacs-là à 500 000, 600 000. Déjà, ils sont informés que le ministère a dit c'est 300 000. Donc si quelqu'un leur dit c'est pas 300 000, c'est 500 000, c'est 600 000, de nous contacter, nous on va continuer à relayer l'information. Ça c'était la première loupe. Oui, la deuxième loupe. La deuxième loupe, c'est le barreau de Guinée hier qui était quand même en conférence de presse. Récemment, vous n'êtes pas sans savoir que le barreau a fait l'objet de beaucoup de critiques. Les gens avaient dit que lors du CAPA dernier, le certificat d'aptitude à la profession d'avocat, c'est-à-dire que lors de ce concours-là, il y a eu des fraudes. Il y avait quand même des murmures. Des gens ont dit comment sur 216 candidats, il n'y a que 8 admis, que ça a été fraudé, qu'ils ont restreint les robinets et tout. Il y a eu corruption et tout. Donc, c'était des accusations un peu par-ci. Les gens racontaient cela. Ouais, pour corruption, pour usage de faux. Usage de faux et tout. Détournement de fonds. C'était des chefs d'accusation, mais qui n'étaient pas devant les juridictions, qu'on disait dans la clameur publique, dans les médias et tout. Mais eux, quand même, hier, ils ont essayé d'apporter des éléments de réponse. Ils ont dit que
déjà c'était un jury légalement constitué et également que s'il y a eu des copies, donc c'était à 2 phases, l'évaluation écrite et orale. Donc à l'issue de cette évaluation, qu'il y avait des candidats qui n'étaient pas à la hauteur. Ils ont même dit que s'ils faisaient lire certaines copies, ils mettaient à la place publique certaines copies, on serait choqué. Donc tout pour dire quand même que ces gens-là qui se sont estimés victimes auraient pu choisir la voie légale pour apporter leur recours. Aujourd'hui, lorsque ces professions libérales là font des concours et que vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez intenter une action, une voie devant la cour d'appel qui statue en premier ressort et la cour suprême en dernier ressort. Ça, c'est la distinction qu'il faut relever. Mais généralement, ils ne le font pas. Ces candidats qui estiment qu'ils ont été lésés dans leurs droits, ils étaient là en train de dire un peu partout que ils ont été victimes de ci, de ça, alors qu'il y a quand même une voie légale pour porter toutes ces accusations là et avoir des résultats. C'était la précision. Maintenant, rapidement pour la dernière loupe, la dernière loupe, c'est l'enrôlement biométrique qui se poursuit du côté des ministères. Hier, le ministre de la fonction publique Julien Yambouno était au niveau du ministère de la Justice pour continuer observer également le déroulement de l'enrôlement biométrique. Vous savez, aujourd'hui, il est important que nos fonctionnaires soient sur une base de données, qui soient identifiés. Parce que dans un passé récent, on sait qu'il y avait ce qu'on appelle des fictifs et également des falsifications d'âge pour permettre de ne pas aller vite à la retraite, de rester dans le circuit. Donc, il y avait toutes ces magouilles-là, parfois même, on identifie un premier nombre qui doit aller à la retraite. Finalement, on réduit le nombre parce qu'il y a des falsifications et les gens s'agitent. Donc aujourd'hui, je pense que cet enrôlement biométrique vient à point nommé parce que ça va nous permettre déjà de recenser les travailleurs sur toute l'étendue du territoire. C'est un énième enrôlement. Parce que les gens sont enrôlés. Alpha Condé est venu avec l'enrôlement biométrique, avec des récépissés. Même avec le CNRD, on a vu les préfets et autres. Et puis, on revient encore avec ce dernier enrôlement où on te demande... En fait, on aurait dû commencer par ça. Justement, on aurait dû commencer par ça. Au lieu de dire, comment est-ce qu'on peut attendre... biométrique avec l'iris, les empreintes, mais c'était facile quand même. Comment est-ce qu'on peut attendre le mois d'août? Il fallait attendre et faire beaucoup de sorties d'argent pour gonfler le projet et puis terminer par un truc qu'on devait commencer il y a longtemps. Le problème, c'est quoi? Moi, j'ai reçu pas mal d'appels des enseignants qui disent que mais on ne comprend rien. Comment le ministre peut attendre le mois d'août pour commencer ce recensement? Ça trouve que la plupart de nos enseignants se trouvent à l'intérieur du pays, en vacances, et puis ils ont payé les 2 mois de vacances. Les infrastructures routières ne sont pas au rendez-vous. Effectivement. Donc, il y a 2000 beaucoup d'enseignants. Il y a 2000 km. Laissez les 2000 km. En tout cas, les enseignants-là se demandent. Là, je ne serais pas d'accord avec ces enseignants parce que c'est un processus qui est programmé. C'est ce que je on sait aujourd'hui qu'en matière de système éducatif, vous n'avez pas la bonne information. Attendez, je vais vous aider. Mais ils sont en rase campagne. Ils ne sont pas informés de la période. Ça va ça va venir parce que pour l'instant, c'est de département. Pour l'instant, ce sont les chefs des départements, les chefs de cabinet. On va l'étendre. Oui, ça vont venir aux agents. Donc il faut élargir l'information pour dire aux gens, faites non, ils ne peuvent pas dire qu'ils ne sont pas informés. Mais attendez, je t'ai dit que j'ai reçu plusieurs appels. Oui. Peut-être ça, c'est la faute des différents directeurs des ressources humaines. Non, parce que l'information au ministère de la fonction publique, oui, il y a des communiqués qui sont passés. Je suis désolé. Alpha Ba, il y a des communiqués qui sont passés. Il y a même des communiqués, il y a même des SMS qui sont passés dans les départements pour des agents, pour des fonctionnaires qui sont dans des départements. Il y a des SMS qui sont passés. Parce que ça, si vous voyez que les gens réclament toujours, par exemple, j'ai reçu un appel le service des directions des ressources humaines, des départements. Ainsi de suite. Les gens sont parfois aussi de c'est pourquoi je parle de ça ici. Justement, je suis d'accord. J'ai reçu des appels de bokeh. Oui, je suis d'accord. Mais attendez, nous sommes paniqués. Il est bientôt le mois de septembre et l'ouverture, c'est octobre certainement. Qu'est-ce qu'on va faire? On doit rentrer maintenant pour s'enrôler ou bien on va venir les enrôler à la tâche. C'est ceux qui seront à la tâche, l'État va se déplacer pour venir. C'est l'État qui va aller. Ils vont aller enrôler les gens à la tâche. Il faut renseigner le bas peuple. C'est ce qui m'inquiète. Non, renseigner le bas peuple, ça dépend. Il faut comprendre qu'il y a une administration. Non, un communiqué, ça ne suffit pas. Il y a plusieurs canaux d'information. D'accord, c'est une administration décentralisée. Il y a les directeurs des ressources humaines qui sont dans les services.
quand le ministère, le secrétaire général ou bien le ministère, le chef de cabinet du ministère de la fonction publique, il y a un communiqué qui passe dans les médias, il y a des communiqués qui passent dans les départements, et celui-là qui est obligé, mais qui est engagé peut-être à diffuser encore. Maintenant, donnez la bonne information à ces gens qui nous écoutent, à ces enseignants-là. L'enrôlement, c'est pour combien de temps? Ils n'ont qu'à pour cette fois-ci, c'est Conakry seulement. Ce qui veut dire, même vous, dans le studio, vous n'êtes pas informé de ce programme. Il y a l'enrôlement, il y a une période d'enrôlement. Il y a les ministères qui ont commencé. Les ministères, c'est pour combien de temps? Non, justement, ce que je sais, les ministères sont programmés. C'est pour combien de temps? Pour combien de jours? Les ministères sont programmés, ça je sais. C'est pas possible. Pendant des jours, les ministères sont programmés. Donc, il ne faut pas en vouloir à ces enseignants qui n'ont pas la bonne information. Il n'y a pas de problème. Même vous, les informateurs, vous n'êtes pas informés. Ils n'ont qu'à se référer à leur service de ressources humaines. C'est pas possible. Oui, ta loupe ce matin, Odilon. Oui, j'ai rapidement deux loupes. La première, elle est en rapport avec cette coopération qui s'installe entre les États post-it. Vous savez, avec les sanctions qui sont prises contre le Niger, eh bien, il y a la question de manque de produits alimentaires qui se pose au Niger. Donc, de ce fait, il y a quelques jours, le Burkina a bien voulu dépêcher 300 camions chargés de produits alimentaires en direction de Niamey. Une façon de soutenir un peu le Niger, qui vit une situation de putsch comme le Burkina. Nous l'avons vu au début avec la Guinée sous le CNRD. Eh bien, la même chose s'était faite. Ça, c'était avec les produits pétroliers, par exemple, qui avaient été chargés destination. Et après, on a vu une crise. Voilà. Et donc, il faut le rappeler. Et après, on a une crise. Mais c'est vrai, ça se passe en une période très difficile. Mais il faut quand même saluer cette coopération sud-sud. Voilà, ça permet quand même, c'est un début de croire que oui, les Africains peuvent également se soutenir entre eux. L'association des pauvres, ça ne conduit qu'à la même en Europe, il y a des pauvres. Même dans les villas, il y a des solidarités. Non, je parle et cette solidarité, elle est quand on parle de solidarité, l'Afrique quand même, qu'on en soit fier. Qu'est-ce qu'ils vont devenir et que les riches ne les soutiennent pas? C'est la question, on va voir. La deuxième loupe. L'initiative est bonne. Mais ce n'est pas avec des esprits rebelles que nous pouvons améliorer une coopération. Ça, c'est taper la poitrine pour lui que nous pouvons pendant ce temps que nous tendons la main. Voilà. C'est de la démagogie. Allez, on y va, on ne commente même pas ça. On y va. Oui, mais ce n'est pas une loupe démagogique. Non, ce n'est pas une loupe démagogique. On ne peut pas se taper la poitrine. Moi, je ne suis pas un démagogue. Non, justement, je ne parle pas de toi. On ne peut pas se taper la poitrine aujourd'hui pour dire que nous pouvons faire ça pendant qu'on est en train de tendre la main. Aujourd'hui, le monde est lié. On ne peut pas se dire qu'on va évoluer à vase clos. Kourouma, c'est pendant les moments difficiles qu'on connaît ses bons amis. Oui, mais après, on était dans des moments difficiles quand on a donné le carburant au Mali, mais après ça a répercuté chez nous. 300 camions quand même. Ma deuxième loupe, on va dans le monde, du sport, j'ai su quand même le canaliser. Non, je te dis, on va dans le monde du sport. J'avais bien dit, on ne commente pas. On a envie de voir les résultats. Le dimanche dernier, c'est clôturé la Coupe du Monde féminine. Et il y a quand même un fait qui a attiré l'attention des gens, c'est cette embrassade avec force. Eh bien, dont s'est livré le président de la Fédération espagnole de football, M. Luis Rubiales, avec la capitaine de l'équipe, Jennifer Hermoso, qui portait le dossard numéro 10, voilà, lors de la remise des prix. Donc, la capitaine a été embrassée de force, un baiser sur la bouche de force qui a été fait par son coach, le président de la Fédération. Le président de la Fédération espagnole de football. Qui a embrassé sa joueuse. Oui, la joie peut-être, un peu de la joie. Quelle joie. Et alors c'était accidentel. Non, c'est accidentel, ça peut être accidentel. Voilà, non, je voulais faire la bise. Mais que ça soit tombé sur ses élèves. Je suis vraiment désolé que ça vienne d'une femme, de la seule femme dans ce studio qui... Non, parce que pour moi, Odilon, c'est inadmissible. C'est la joie, c'est l'euphorie. Je me dis que c'était sur le coup de la joie. Il ne peut pas se permettre ça en public. Aujourd'hui, à travers le monde. Et qu'est-ce qui va se passer? Pourquoi on va extrapoler ça? C'est pas normal qu'un président embrasse son joueur.
Mais ça joue. Kourouma, je parle d'une embrassade sur la bouche. Sur la bouche, c'est du harcèlement. Non, mais Kourouma... Ça fait sans le consentement de la joueuse. D'accord. Elle a fustigé après. Elle s'est prononcée. Elle dit qu'elle n'a pas aimé du tout. D'accord. Donc, à un moment donné... Donc, aujourd'hui, le président de la fédération... sur une chaise éjectable, il est même prévu qu'il pourrait même présenter sa démission ce vendredi. Mais au-delà, il y a la FIFA même puisque c'est une situation qui fait vraiment toller aujourd'hui dans le monde sportif, il y a la FIFA qui a pris le dossier en main. Donc il y a une procédure disciplinaire qui va être ouverte la FIFA savait tout contre ce président. Je rappelle qu'au niveau de la FIFA, il y a ce qu'on appelle le code disciplinaire de la FIFA qui, en son article 13, réprime ce genre de comportement. Donc attention à ceux qui embrassent les femmes sans leur consentement. Oui, non, on a des coachs, on a des entraîneurs. Même s'il y a des gens qui enceintent les filles. Je veux même aller plus loin. Des autres, et après c'est pour dire que c'est par accident. Justement, moi je veux bien aller loin. Vous savez, même dans nos pays, on a des entraîneurs dans les quartiers qui entraînent des équipes de femmes. Vous avez parfois des parents qui sont réticents, qui disent, bon, moi, ma fille, elle va pas jouer au foot si c'est pour qu'on l'entraîne, parce que généralement, il y a une suspicion. Voilà, merci du mot. Donc, il y a déjà ceux qui planent dans la tête. On se dit, bon, généralement, les coachs ou les présidents de fédération, ils vont abuser d'elles. Donc, généralement, les gens, ils refusent. Et même si vous remarquez, il y a trop de réticence par rapport au football féminin aujourd'hui. Ouais. On avait dit qu'on voulait faire un championnat national féminin, mais jusqu'à là, ça traîne parce que est-ce qu'on aura un maximum d'équipes à la hauteur, ou est-ce que même les parents ne seront pas contraints beaucoup de parents... question, est-ce qu'on aura un maximum d'équipes à la hauteur? On a combien d'équipes? Voilà, justement. Et aujourd'hui, c'est ce qui a fait que même côté religion, les maîtres coraniques, certains parents ont du mal à envoyer leurs enfants. Oui, parce qu'on a des mauvais souvenirs. Oui, des mauvais souvenirs. Et même d'autres ont du mal à envoyer les maîtres coraniques à la maison, parce que quand les parents sortent, laissent les enfants avec le maître coranique, ils se permettent vraiment de tout et n'importe quoi. Certains, oui. Et puis ils endoctrinent. Oui, certains, oui. Ils endoctrinent, on dit qu'il faut accepter. C'est pas tout le monde, mais certains. Donc c'est très grave. Non, mais le harcèlement quand même, dans certains milieux quand même, ça fait peur. Le sport quand même, ça fait très peur. C'est pourquoi je disais tout à l'heure, je dis si la FIFA savait tout ce qui s'est passé, justement, surtout dans le sport, et ça fait froid dans le dos. C'est tout ce qui se passe. Si on mettait tout sur la place publique, ça fait très froid dans le dos. Il y a des vocaux parfois qui choquent. Oui, surtout les dames. Et puis ça, c'est pas seulement que dans le sport. Oui. Même dans le milieu du travail, même dans le milieu professionnel. C'est dans tous les secteurs. Tous les secteurs, sans exception. Sans exception. Et vous avez été victime, par exemple, un jour? Non. Pour dire des commentaires peut-être parfois un peu osé ou un peu déplacé sur le physique, parce que... Non, mais attends, quand on est en train de vous draguer... Adama, on est fiers de toi. Quand on est en train quand même de... fier de ton physique? Non, quand on est en train de vous draguer quand même, vous n'allez pas penser chaque jour que c'est du harcèlement. Non, il y a une façon, Kourouma, il y a une façon d'apprécier quelqu'un. Mais il y a aussi une autre manière de vraiment stigmatiser la personne. Oui. Tu vois? Ça, c'est vrai. Tu es belle, ça passe. Oui, ça passe. Mais tu es bonne, tu es bombée. En fait, des termes vraiment... Des termes vulgaires, tu vois. C'est du harcèlement. C'est du harcèlement. L'harcèlement, c'est pas seulement l'attouchement ou autre. Oui, tu viens dans un bureau, tout le monde est bien habillé, et puis, je ne parle pas là de moi, mais que ton patron se permette de te dire, ah ouais, mais tu es une bombe. Ah ben ouais. Tu vois? Non, tu viens, c'est ton employé, vous êtes jolie mademoiselle, ça passe crème, mais avec des termes comme ça, directement tu vas te dire, mais qu'est-ce qu'il veut? Non, justement, je suis d'accord. Je suis d'accord. Avec des thèmes quand même vulgaires, ça fait peur. Et la bombe quand même tue. C'est vrai, c'est vrai quand même. Il faut le dire, parce qu'aujourd'hui, au-delà même de dénoncer simplement, de dire j'ai été victime de harcèlement, crier sur tous les toits, il faut engager parfois des procédures. Moi, je me dis, les lois, les procédures, les juridictions sont là pour nous.
Parce que généralement... On en veut souvent à Charleroi. Non, les gens on le qualifie de ministre des Injonctions, mais ce garçon-là, quand même... Non, mais c'est vrai. Il faut... j'ai fait le droit, je dois l'affirmer. Aujourd'hui, les gens ont peur. Les gens ont peur. Parce que parfois, on vous impose, à cause d'un salaire, parfois quelques avantages, il t'oblige à faire. Si tu n'es pas d'accord, au lieu de dire il y a des ONG aujourd'hui qui défendent ces causes-là. Donc il faut aller traduire, parce que c'est des délinquants de la société. Mais après, ils te diront qu'avec quelle preuve, ils vont te dire avec quelle preuve quand même. Parce que généralement, les gens ont peur parce qu'ils n'ont pas de preuve. Quand c'est verbal, ils se disent que non. S'il y a des témoignages, ok. S'il n'y a pas de témoignages, il faut le pousser à aller au message pour avoir quelque chose. C'est pourquoi aujourd'hui, même quand tu vois, je conseille parce que moi, je n'aime pas les machos. À un poste, on se dit, on sait tous que pour arriver là-bas, il faut gérer le patron. Il faut gérer tel et tel nombre de personnes. Moi, je me disais, oui, c'est vérifiable. Moi, je me disais, le monde du cinéma, quelqu'un m'a dit directement, non, laisse tomber. J'ai dit, pourquoi que pour être là-bas, il faut vraiment passer par... Tu vois, on a beaucoup d'artistes qui ne sont pas passés par là. Oui, d'autres. Aujourd'hui, c'est très rare. Ce que j'ai dit, c'est vrai. Ce qu'elle dit, c'est vrai. Le monde du cinéma, le monde des artistes, être femme artiste aujourd'hui, pour avoir un producteur, pour faire des spectacles, avoir des sponsors, des financements, c'est même pas que dans ce monde. Mais aujourd'hui, quand certaines femmes ont des postes, on se dit directement, on sait comment elle a eu ce poste. Tu vois, on se dit directement cela. Et c'est pas normal. Et c'est vrai, parce que cet aspect-là, il faut être compétent. Quand tu es compétent, il faut avoir quelque chose, même les hommes ajoutée. Il faut avoir une valeur ajoutée. Même les hommes sont souvent exposés à ce genre de trucs. Oui, il y a des hommes qui sont harcelés. Oui, il y a des... Moi, j'ai des exemples. J'ai des exemples. J'ai un professeur à l'université qui était victime d'harcèlement. Un professeur par les filles de l'université qui était très beau, très galant, il n'était pas encore marié, il travaillait et tout. Non, et puis il est bien, il donnait très bien le cours. Lorsqu'il rentrait dans notre salle, toute la salle était remuée. Je le dis, sans état d'âme, ceux qui sont de ma promotion vont l'affirmer. Dès qu'il rentre, les filles de la salle sont perturbées et puis il reçoit des messages. Parfois d'autres même, comme j'étais son petit, qui me disaient, aide-moi à avoir le numéro de ton grand. Le laveur de char, c'était toi. C'était moi le facilitateur. Ok, donc tu es dedans. Complicité. Donc il est poursuivable. Complicité. Est-ce que tu n'essayais pas aussi de profiter un peu de la Quand tu vas dans une salle de classe, quand tu es bien dans la tête, tu communiques bien pendant tes cours, tu es bien habillé, tu sens bon, tu es assidu. Tu es célibataire. Mais c'est des problèmes. Je confirme. Je sais de quoi je parle. Je confirme un peu et généralement ça arrive. Je confirme. Ça arrive. Monsieur le facilitateur. Monsieur le facilitateur. Il est poursuivable pour complicité. Non, harcèlement. Moi, parce que depuis ce matin, la question, tu as facilité au moins plus. Non, je m'explique. Oui ou non? Parce que depuis ce matin, il ne donne que des injonctions. On pouvait me dire, bon, ton prof, bien sûr, comme c'est ton grand, aide-moi à voir son numéro. J'ai dit, bon, moi je vais l'en parler, s'il valide, je vais. Et toi, en retour, tu demandais quoi? Non, il était invité dans le restaurant. Même pas. Invitation au resto. Non, même pas. Moi, il était aussi combattu par toutes les belgos. J'étais fier du minimum que j'avais. J'ai quand même le minimum. Tu as les preuves? Donc, j'ai le minimum, c'est ce que j'ai dit. Aucune contrepartie. Les candidats ne sont jamais invités dans un restaurant pour essayer de corrompre. Peut-être que je n'étais pas informé. On m'a invité par après. Quand il m'a dit, j'ai dit, bon, je suis plus intéressé. Le garçon a parlé. Alors, oui, madame, votre loupe ce matin. Eh bien, partant du côté de l'hôpital Donka, on dit que le président de la transition a posé un lapin aux travailleurs. Il était censé aller pour la visite de la psychiatrie. Oui, la psychiatrie. La psychiatrie. La psychiatrie, on dit psychiatrie. Le pied, oui. Psychiatrie. On a compris. On a compris. Ok. Voilà, on a compris. Merci pour l'inauguration de là-bas. Oui. Merci. Généralement, ce sont ceux qui sont victimes ou bien qui sont atteints de problèmes mentaux. Des problèmes mentaux. Pour moi, c'était psychiatrie. Non, le pays, le pays c'est muet, façon muet. Psychiatrie, c'est comme le psychiatre. Un psychiatre. Un psychologue. Un psy. Le thé, voilà, justement, vas-y.
Bon, voilà. Tu es professeur de diction. Alors, la psychiatrie. Le président les a posés en lapin. Il était censé y être hier jeudi, mais sauf qu'il ne s'est pas rendu à l'hôpital. Le docteur Denis Bernard, qui a présenté ses excuses aux journalistes, aux hommes de médias, de les avoir fait venir, entre guillemets, disons, dans le vide, alors que le président n'est pas venu. Et pourquoi il n'est pas allé? On ne connaît pas la raison, mais ils disent qu'il va revenir dans les jours-ci. Certaines disent peut-être dans 48 heures. D'autres disent qu'ils ne savent pas encore, mais qu'ils attendent de voir si le président va venir pour... Il est venu pour l'inauguration. Pour l'inauguration, effectivement, et pour une visite de l'hôpital, effectivement. D'accord. Sauf que tel n'a pas été le cas. Donc, ils sont en attente de voir si le président va revenir ou pas. Mais quand même, il fallait quand même rénover ce service. C'était super bien parce que généralement, je suis allé là-bas 2 ou 3 fois pour rendre visite à certains amis. Je sais quand même, franchement... Des malades particuliers. Non, ça fait pitié, ça fait très pitié. Et là, il fallait rénover le coin, il fallait les mettre dans des conditions parce qu'avant, là, tu avais l'impression que c'était une prison. Oui, c'était comme une prison abandonnée. C'est pourquoi lorsqu'on prend des milliards pour mettre dans un concert, alors quand même. On a des malades à être traités. Comment vous voulez faire remonter le moral, aider les gens à revenir moralement sur leur état d'entente pendant qu'ils sont dans des conditions... Parce que généralement là-bas, c'est des questions de morale. C'est des personnes qui sont stressées, qui ont perdu le moral. Et quand tu es dans un environnement... qui ont été désintoxiqués. Justement, qui ont été désintoxiqués. Effectivement, on retrouve des jeunes qui se sont adonnés à la drogue, aux stupéfiants. Après le curage, après les bonbons. Ne soyez pas surpris que vous voyez beaucoup de jeunes aujourd'hui. Il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui déséquilibrés mentalement. Et vous avez dans la rue. On n'a pas de suivi. Ils sont vraiment abandonnés à eux-mêmes. Et ce sont des produits qui coûtent excessivement cher. Au-delà même d'apporter des solutions, il faut aller aussi à la prévention, même renforcer les sensibilisations. Il y a des ministères chargés, mais on se demande sur les programmes d'action, les plans d'action par année, comment ça fonctionne. Non, j'ai l'impression que de la jeunesse encore avec celui de la santé peut faire des campagnes de sensibilisation. Voici des actions très intéressantes et même pourquoi pas aller dans des écoles parce que déjà c'est un milieu de jeunes dans les universités. Et tout commence à partir de là-bas. De là-bas, tout commence là-bas. Les gens sèchent les cours, ils se retrouvent 4-3, ils descendent derrière la cour, ils fument. Beaucoup d'écoles aujourd'hui, publiques ou privées, même les universités, les gens cherchent les cours, ils se retrouvent entre eux, ils vont fumer. C'est pire dans les établissements privés, c'est pire encore là-bas. Parce que le mal, c'est là-bas. Le mal, je pourrais utiliser l'expression plus pire, je le réfère. Le pire, c'est déjà bon. Le mal aujourd'hui, c'est quoi? Nous avons mal compris la mondialisation. Nous avons mal compris la transition aujourd'hui vers le numérique. Les enfants aujourd'hui ne font plus de recherches dans les téléphones. Nous, à l'école, quand nous, je sais pas, nous, à l'école, quand nous, quand même, à leur âge, au lycée, au collège, on n'avait pas accès au téléphone. C'était des brochures généralement, c'était des livres de SIAM qu'on révisait, qu'on bichait même dans la tête. Ils sont très peu ces parents aujourd'hui qui disent qu'il faut avoir le brevet pour avoir un téléphone. Aujourd'hui, dès que tu as l'examen, on te promet, tu as l'examen, je te donne un téléphone. Parfois, 4e année, les enfants ont des tablettes. Vous avez des enfants aujourd'hui, par exemple, mon garçon, il a à peu près 5 ans, mais il maîtrise mon téléphone mieux que moi. Il est sur le net mieux que moi. Justement, mais dans le bon sens, il a 5 ans. Justement, dans le bon sens, c'est vrai, on est obligé aujourd'hui d'aller vers le numérique, parce que c'est ça aujourd'hui. Oui, c'est ça. Mais quand même, il faut donner une très bonne éducation aux enfants, même si c'est le numérique. Non, il faut retirer le téléphone à ton garçon. Non. Les vacances, ce sont ces cours, parce qu'il y a plein de cours. Il y a plein de cours dans des séries. Il y a des tablettes éducatives. Justement, c'est ce qu'il a. Oui, parce que moi, dans mon téléphone, ils apprennent comme ça. Qui sont dedans et qui l'apprennent. Ce sont des cours qui leur ont appris quand même à parler, à connaître certains mots. Moi, par exemple, avant-hier, ma nièce, elle était là toute seule au salon. Tout le monde était sur son téléphone. Elle avait sa tablette. Elle était en train d'apprendre. Elle me disait, Néné, c'est comme ça se prononce. Elle apprenait le Coran avec sa tablette. Justement. Donc, vous voyez, donc ceci dit, ça a ses avantages, ça a aussi ses inconvénients. Il faut savoir comment l'utiliser. C'est l'usage qui on peut quand même les retirer.